Le destin brutal des chars du Troisième Reich. Le 13 juin 1944, dans l'épais brouillard de Normandie, un char allemand surgit de la forêt et déchaîne un chaos absolu. En moins de 20 minutes, il anéantit une colonne entière de véhicules blindés britanniques. Ce n'était pas un escadron, c'était juste un tigre, commandé par Michael Wittmann. Pour ses ennemis, il était un cauchemar permanent. Pour ses équipages, une prison d'acier brûlant où chaque bataille pourrait être la dernière. Et bien que le Reich ait construit d'autres modèles plus légers, plus rapides ou moins chers, ils ont tous partagé le même sort, l'extinction sous le feu et l'asphalte. Quel secret cette machine apparemment imparable cachait-elle réellement? À quoi ressemblait la vie à l'intérieur de ces géants de fer qui ont marqué le pouls de la guerre? Et qu'est-ce qui a finalement détruit non seulement les chars du Troisième Reich, mais aussi le mythe qui les soutenait? Tiger I, naissance du prédateur inarrêtable. L'aube du 13 juin 1944 recouvrait les bocages normands de brume, tandis qu'une colonne de véhicules blindés britanniques avançait avec assurance le long de l'étroite route de Villers-Bocage. À l'avant-garde, les chars Sherman et les véhicules légers de la 7e division blindée avançaient, inconscients du danger qui se cachait dans la brume. Caché derrière une haie dense, silencieux comme un prédateur, un tigre m'attendait. À l'intérieur, le major Michael Wittmann observait les mouvements ennemis avec une précision calculée. Sans avertissement, le canon de 88 mm rugit avec une fureur débridée. Un Sherman a pris feu. Avant que les Britanniques ne puissent comprendre ce qui se passait, un deuxième tir a traversé un autre véhicule blindé. En seulement 15 minutes de combat unilatéral, Wittmann a détruit 14 chars, 15 véhicules blindés de transport de troupes et 2 canons anti-chars. La panique s'empara de l'unité alliée alors qu'elle essayait de déterminer à combien de chars allemands elle était confrontée. La réalité était encore plus terrifiante. Ils se battaient contre un seul prédateur d'acier. Lorsque la Wehrmacht envahit l'Union soviétique en juin 1941, elle le fit avec confiance, s'appuyant sur la supériorité technologique et tactique dont elle avait fait preuve en Pologne et en France. Leurs divisions Panzer traversèrent la plaine russe comme des couteaux dans du beurre, déchirant les formations mécanisées soviétiques avec une facilité apparente. Mais en septembre, les rapports en provenance du front ont commencé à changer de ton. Quelque chose d'inquiétant se produisait. De nouveaux chars soviétiques apparaissent, blindés comme des forteresses. Le T-34 avec son profil aérodynamique et son blindage incliné, et le monstrueux K-1 qui semble invulnérable aux tirs allemands. Les obus des Panzer 3 et 4 ricochaient sans danger sur ces nouvelles menaces, tandis que les canons soviétiques déchiraient le blindage allemand. Hitler, furieux de ces rapports, ordonna le développement urgent d'un nouveau char lourd qui surpasserait tout ce qui existait sur le champ de bataille. Il devait avoir une armure impénétrable, une puissance de feu dévastatrice et un impact psychologique instantané. Le résultat serait le Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausf, la machine qui allait changer l'équilibre des forces blindées. Le Tigre Premier a fait ses débuts au combat non pas dans les steppes russes pour lesquelles il avait été conçu, mais dans les sables de l'Afrique du Nord. En janvier 1943, l'Afrique les corps reçurent une poignée de ces nouveaux colosses pour contenir l'offensive alliée qui menaçait de les expulser du continent. Les premières rencontres ont révélé une réalité terrifiante pour les Alliés. Les chars britanniques Churchill ont tiré sur les Tigres sans aucun effet. Leurs projectiles rebondissaient comme des pierres contre une forteresse. En revanche, le canon de 88 mm du Tigre détruisit des colonnes entières à plus d'1 kilomètre de distance, avant même que les blindés alliés ne puissent repérer leur position. Cependant, les débuts africains ont également montré les premières faiblesses du géant. Leurs moteurs tombaient constamment en panne sous la chaleur extrême. Leurs chaînes restaient coincées dans le sable meuble et leurs poids énormes détruisaient les ponts fragiles et les routes du désert. Le char parfait, sur le papier, commençait à montrer ses limites dans le monde réel. En avril 1943, lors d'une offensive alliée près de Medjez El Bab, le Tigre 131 fut touché par un obus britannique de 6 livres. Contre toute attente, le blindage a tenu, mais un éclat de métal a bloqué le mécanisme de rotation de la tourelle. Le commandant étant blessé et le char incapable de viser, l'équipage l'abandonna. Le Tigre 131 a été capturé intact,
un cadeau inestimable pour les services de renseignement militaires alliés. Transporté en Angleterre, cet exemplaire devint l'objet d'une étude minutieuse et reste aujourd'hui le seul tigre Prümem opérationnel au monde, conservé au Bovington Tank Museum. Le tigre avait un équipage de 5 personnes, commandant, mitrailleur, chargeur, pilote et opérateur radio. Bien qu'il offrait plus d'espace de vie que les autres chars allemands, les conditions à l'intérieur de cette boîte en acier étaient brutales et inhumaines. La chaleur était étouffante, surtout en été ou lors de combats soutenus. La température pourrait dépasser les 50 degrés Celsius, transformant la cabine en un four métallique. Le bruit assourdissant du moteur, les impacts extérieurs et le rugissement du canon ont laissé de nombreux membres d'équipage avec des dommages auditifs permanents. L'air, pollué par les gaz de combustion, la sueur et la poudre à canon, créait une atmosphère toxique et claustrophobe. La visibilité limitée faisait du commandant l'œil de tout l'équipage. En regardant à travers son dôme, il devait identifier les cibles, les menaces et les itinéraires tout en restant exposé aux tirs ennemis. Ses ordres devaient être précis et rapides. Le tireur faisait tourner la tourelle et relevait le canon, tandis que le chargeur, dans une danse synchronisée, chargeait des obus pesant jusqu'à 15 kg dans la chambre, le tout en quelques secondes. Le char transportait officiellement 92 obus, mais les équipages expérimentés ajoutaient des munitions partout où ils le pouvaient, même au sol, sachant que manquer d'obus au combat équivalait à une condamnation à mort. Chaque tir produisait un recul qui secouait tout le char, remplissant la cabine de fumée et forçant la tourelle à être ventilée entre les tirs. Les véritables défis pour le Tigre se sont présentés sur le théâtre oriental. Dans les steppes russes, l'hiver tue plus efficacement que les balles. Les températures sont tombées à 40 degrés sous zéro, gelant le carburant, les lubrifiants et les hommes eux-mêmes. Les roues du Tigre ont accumulé de la neige et de la boue qui ont gelé pendant la nuit, immobilisant complètement le véhicule. Les équipages dormaient à l'intérieur du char pour survivre au froid extrême, mais ils devaient d'abord passer des heures à nettoyer le train d'atterrissage pour éviter de se retrouver bloqués à l'aube. Les Soviétiques ont appris à exploiter cette vulnérabilité. Ils ont lancé des attaques à l'aube, sachant que de nombreux Tigres seraient encore coincés dans la glace ou en train de réchauffer leur moteur. Ils ont développé des tactiques spécifiques pour y faire face. Ils ont tiré sur leurs flancs les moins protégés, visant les radiateurs ou le moteur. Même avec des fusils anti-chars PTRD de 14,5 mm, apparemment insuffisants contre un tel blindage, ils pourraient endommager des composants critiques tels que les roues du train d'atterrissage ou les viseurs optiques. Michael Wittmann est devenu le visage public du Tigre, avec plus de 138 chars détruits, mais il n'était pas le seul à atteindre le statut de légende. Le SS Unterscharführer Franz Staudinger, lors de la bataille de Kursk en juillet 1943, stoppa à lui seul une offensive soviétique en détruisant 22 chars T-34 en une seule journée, un exploit qui lui valut la croix de chevalier. Otto Carius, un autre nom inscrit dans la légende du canon blindé, commandait un Tigre 1 dans les forêts de Lettonie. Ayant détruit plus de 150 véhicules ennemis au cours de sa carrière, Carius a soutenu que la véritable force du Tigre ne résidait pas seulement dans son blindage ou son canon, mais dans sa précision, sa capacité d'embuscade et le travail coordonné d'équipages bien entraînés. Ses mémoires, Tigre dans le MUD, offrent un regard saisissant sur la vie à l'intérieur de ces géants d'acier. Ces hommes, élevés au rang de héros par la propagande du Reich, représentaient l'image idéalisée des véhicules blindés de transport de troupes allemands. Précision mortelle et supériorité technique face à l'avalanche humaine soviétique. Mais même eux allaient finalement faire face à l'inévitable réalité d'une guerre qui ne pouvait plus être gagnée avec des chars individuels, aussi meurtriers soient-ils. En 1944, l'équilibre qui maintenait le Tigre comme souverain du champ de bataille commença à se rompre. Les Alliés ont développé le Sherman Firefly, équipé d'un canon de 17 livres capable de percer le blindage frontal du Tigre à courte portée. Les Soviétiques ont répondu avec l'IS-2, armé d'un canon dévastateur de 122 mm. Les chasseurs de chars américains MD Wolverine et 36 Jackson sont également apparus sur la scène, capables d'affronter le géant allemand. Mais au-delà de la puissance de l'ennemi, c'est le nombre qui a finalement écrasé le Tigre. L'Allemagne n'a produit que 1347 Tiger Prüm pendant toute la guerre. En retour,
les Alliés ont fabriqué des dizaines de milliers de T-34 de Sherman et de Churchill. Dans de nombreuses batailles, le ratio était d'un tigre pour 30 chars ennemis. Le 8 août 1944, Michael Whitman trouve la mort près de la ville de Saintot, en Normandie. Son Tigre 007 a été touché par un tir ennemi et a explosé, tuant instantanément tout l'équipage. Pendant des décennies, on a débattu de la question de savoir qui avait porté le coup final. Un Firefly canadien du 1er Northamptonshire Yeomanry, un Typhoon britannique avec des roquettes ou des tirs d'artillerie. Mais l'identité du bourreau n'a aucune importance. Ce qui est significatif, c'est que la mort de Whitman a symboliquement marqué la fin du mythe du tigre invincible. Panzer IV, le colosse qui a soutenu le Reich. Les premières lueurs du 1er septembre 1939 ont illuminé le ciel polonais alors que des colonnes de chars allemands traversèrent la frontière, déclenchant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux se trouvaient des véhicules avancés avec un profil rectangulaire et un canon court de 75 mm. Le Panzer IV Osef. B. Sa mission initiale n'était pas d'engager d'autres chars, mais de détruire les fortifications, de soutenir l'infanterie et d'ouvrir la voie au reste de la Blitzkrieg. Panzer III plus agile, qui a été spécifiquement conçu pour le combat contre d'autres véhicules blindés. Le Panzer IV est né comme un char de soutien, mais le destin lui réservera un rôle bien plus crucial, en faisant d'elle l'épine dorsale de la force blindée allemande tout au long de la guerre. Le Panzer IV fut conçu en 1934 sous l'euphémisme de « tracteur moyen », un subterfuge nécessaire pour échapper aux restrictions du traité de Versailles qui interdisait à l'Allemagne de développer des armes offensives. Sa conception répondait aux besoins d'un véhicule de soutien lourd pour accompagner le Panzer III dans les formations blindées. Alors que le Panzer III était équipé d'un canon de 37 mm conçu pour percer le blindage ennemi, le IV était armé d'un canon de 75 mm à faible vélocité, Katobuka 37 litres sur 24, idéal contre les bunkers, l'infanterie retranchée et les fortifications, mais inefficace contre les blindages modernes qui apparaîtraient plus tard. Les premières versions, Osfate A, B, C et D, avaient un blindage frontal entre 15 et 30 mm, suffisant contre les armes anti-chars légères, mais vulnérable à tout canon à grande vélocité. Sa suspension à ressorts à lame et ses voies relativement larges lui conféraient une mobilité acceptable sur des terrains variés. Cependant, la véritable valeur du Panzer IV résidait dans sa conception modulaire et son adaptabilité, des qualités qui allaient s'avérer cruciales à mesure que la guerre progressait. Durant la campagne de France, 1940, les Panzer IV furent déployés en nombre limité. Seulement 278 unités étaient disponibles parmi les plus de 2500 chars qui composaient les divisions Panzer. Les batailles les plus intenses ont eu lieu contre des véhicules blindés français tels que le char B1 et le Somua S-35, qui étaient technologiquement supérieurs en termes de blindage et, dans certains cas, d'armement. Armement à faible vitesse du Panzer IV devint évident pour la première fois. Bien que son canon de 75 mm soit efficace pour le soutien de l'infanterie, il ne peut pas pénétrer le blindage frontal de nombreux chars ennemis. La solution temporaire consistait à utiliser des tactiques combinées avec le Panzer III et la Luftwaffe, ainsi que des manœuvres de flanc pour attaquer les zones les moins protégées par les blindés français. Malgré ces limitations, la victoire rapide en France a temporairement masqué les défauts de la conception. Cependant, les ingénieurs allemands voyaient déjà clairement que le Panzer IV aurait besoin d'une transformation radicale s'il voulait rester pertinent sur les futurs champs de bataille. Le véritable tournant se produisit avec l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. Dans les champs d'Ukraine et dans les vastes steppes russes, les Panzer IV rencontrèrent des adversaires qui dépassèrent toutes les attentes précédentes, les T-34 et KV-1 soviétiques. Ces nouveaux chars révolutionnaires combinaient un blindage incliné, des canons à grande vitesse et une mobilité exceptionnelle sur des terrains difficiles. Face à eux, les Panzer III et IV étaient complètement obsolètes. Leurs obus rebondissaient sans danger sur les blindés soviétiques, alors qu'ils étaient eux-mêmes vulnérables même aux tirs à longue portée. Des rapports désespérés parvenant au haut commandement allemand en provenance du front ont incité à prendre une décision radicale: reconfigurer complètement le rôle du Panzer IV.
En 1942, le modèle Ausf a été introduit. F2, équipé du nouveau canon à grande vitesse KWK 40L-43, capable de pénétrer le blindage du T-34 à plus de 1000 mètres de distance. Cette transformation fondamentale a transformé le Panzer IV d'un char de soutien en un nouveau char de combat principal bataille char de l'armée allemande, rôle qu'il conservera jusqu'à la fin de la guerre. Série Panzer IV, modèle G, H et J, représente l'aboutissement de l'évolution de la conception. Le OSF, G, 1942-43, a amélioré le blindage frontal jusqu'à 80 mm au moyen de plaques supplémentaires, a incorporé des visières améliorées et a ajouté les jupes latérales caractéristiques, Schürzen, qui offraient une protection supplémentaire contre les fusils anti-chars et les charges creuses des premiers bazookas. Le OSF, H, 1943-44, a augmenté le poids à près de 25 tonnes, remplaçant une partie du blindage rifté par des plaques soudées qui offraient une meilleure protection balistique. Le canon a finalement été stabilisé dans la version L48, idéale pour le combat à moyenne portée. Le OSF J, 1944-45, reflétait le désespoir des derniers mois de la guerre. Simplification de la conception en raison d'un manque de ressources, élimination du système de rotation électrique de la tourelle, désormais à commande manuelle, et réduction des composants non essentiels pour accélérer la production. Avec ces modifications successives, le Panzer IV devient le char le plus produit du Troisième Reich, avec plus de 8500 exemplaires fabriqués dans toutes ses variantes. Alors que le front de l'Est était à sec, les Panzer IV furent également envoyés en Afrique du Nord, où ils allaient affronter les Britanniques dans le désert impitoyable de Libye et de Tunisie. Là, le climat devient leur pire ennemi. La chaleur extrême déforme les canons, le sable pénètre tous les mécanismes, bloque les filtres à air et bloque les tourelles. Les températures à l'intérieur du réservoir dépassaient fréquemment 50 degrés Celsius. Les surfaces métalliques brûlaient au toucher, et les équipages passaient des heures étouffantes dans des espaces confinés, entourés de munitions, d'équipements et de la sueur de 5 hommes. La maladie, la déshydratation et l'épuisement ont causé autant de pertes que les tirs ennemis. Cependant, lors de batailles critiques telles que Gazala ou le col de Kasserine, les Panzer IV ont démontré une supériorité tactique sur les M3 Lee et les premiers Sherman américains. Le long canon de 75 mm était mortel à longue portée, permettant aux formations allemandes de dicter les termes de l'engagement. Un commandant britannique a dit un jour « Dès que nous le voyons à l'horizon, nous savons que nous allons perdre des chars. » À l'Est, le Panzer IV a porté le poids de l'effort blindé allemand. Contrairement au Tigre ou au Panthère, sa mécanique relativement simple permettait des réparations d'urgence dans des conditions de terrain. De nombreuses unités ont réussi à rester opérationnelles pendant des semaines grâce à des pièces cannibalisées et des modifications improvisées. Au cours des féroces batailles de Kharkov, Koursk et Narva, les Panzer IV formaient le noyau des formations défensives contre l'assaut soviétique imparable. À Koursk, juillet 1943, ils affrontèrent des dizaines de milliers de chars soviétiques dans la plus grande bataille blindée de l'histoire, un affrontement de titans où chaque mètre de terrain était recouvert de cadavres et de carcasses métalliques fumantes. En juin 1944, lorsque les Alliés débarquent sur les plages de Normandie, le Panzer IV est encore le véhicule blindé le plus répandu dans les divisions Panzer occidentales. Leur nouvel adversaire principal, les M4 Sherman, aussi bien dans leur version standard que dans la redoutable variante Firefly avec un canon de 17 livres. À courte portée, les Fireflies britanniques pouvaient détruire n'importe quel Panzer IV avec facilité. Mais en rase campagne, le canon allemand de 75 mm était toujours d'une efficacité mortelle. Lors de la défense désespérée de Caen et de la poche de Falaise, des Panzer IV bien camouflés tendirent une embuscade aux colonnes alliées, causant de lourdes pertes. Cependant, l'écrasante supériorité aérienne des Alliés a radicalement changé les règles du combat blindé. Les avions d'attaque au sol, en particulier les Typhoon britanniques armés de roquettes RP-3, sont devenus le cauchemar des formations blindées allemandes. Les Panzer IV, avec leur profil distinctif et leur mobilité limitée dans le bocage normand, étaient des cibles parfaites depuis les airs. Dans ces conditions extrêmes,
La durée de vie moyenne d'un équipage de Panzer IV en combat actif était réduite à seulement 2 semaines avant d'être tué, blessé ou capturé. 5 hommes partageaient un espace de la taille d'une cabine téléphonique, développant une intimité forcée qui forgeait des liens indestructibles. Le conducteur, placé à l'avant gauche, contrôlait un véhicule de 25 tonnes à l'aide de leviers de direction qui exigeaient à la fois force brute et précision. À sa droite, l'opérateur radio-mitrailleur maintenait les communications et pilotait la mitrailleuse avant MG-34. Dans la tourelle, le tireur, à gauche, actionnait le canon principal, en visant à travers des viseurs optiques qui limitaient considérablement son champ de vision. Le chargeur, à droite, manipulait des projectiles pesant plusieurs kilos dans un espace confiné, exécutant une danse synchronisée avec le tireur pour maintenir la cadence de tir. Le commandant, situé au centre avec accès au dôme, agissait comme les yeux du char et dirigeait toute l'opération. Sa capacité à détecter les menaces, à identifier les cibles et à se coordonner avec d'autres unités déterminait souvent la capacité de survie du véhicule. Chaque impact reçu pourrait signifier une mort instantanée. La peur était constante, mais le lien indestructible entre les coéquipiers l'était tout autant. Les équipages ont développé des superstitions élaborées, des rituels pré-combat et leur propre langage. Chaque équipage fonctionnait comme une famille sous un feu constant, où la survie individuelle dépendait absolument de la cohésion collective. En 1945, l'Allemagne s'effondrant sur tous les fronts, les Panzer IV ne pouvaient plus rivaliser technologiquement avec les IS-2 soviétiques, les Pershing M26 américains, ni même le Sherman Firefly amélioré. Sans carburant ni pièces de rechange, de nombreuses unités utilisaient leurs chars comme bunkers mobiles, retranchés parmi les décombres dans des positions défensives statiques. La version Ausf. Le J, le dernier produit, était un reflet brutal du désespoir du Reich. Pas de système de déplacement de tourelles électriques, des réservoirs de carburant logés à l'intérieur du compartiment de combat, augmentant le risque d'incendie catastrophique, et des roues entièrement métalliques en raison d'une pénurie de caoutchouc. Le taux de panne mécanique monta en flèche, mais cela n'avait plus d'importance. De nombreux chars furent abandonnés après des pannes mineures qui, les années précédentes, auraient été réparées en quelques heures. Le manque de carburant est devenu la sentence finale pour de nombreux Panzer IV. Les unités ont dû établir des priorités brutales. Quels chars sauver, lesquels abandonner, qui condamner? Lorsqu'un char était immobile, il était généralement détruit par son propre équipage à l'aide d'explosifs improvisés, de tirs ou même en tirant avec le canon principal avec la culasse ouverte pour détruire le mécanisme. Avec plus de 8500 unités produites, le Panzer IV était le char le plus utilisé du Troisième Reich et le seul en production constante de 1936 à 1945. Son châssis polyvalent a servi de plateforme à de multiples véhicules dérivés tels que le Stugge 4, le Jagdpanzer 4 et divers canons automoteurs qui ont étendu son héritage à de multiples rôles. Contrairement au Tigre ou au Panther, dont l'impact fut plus symbolique que matériel, le Panzer IV remplit son devoir jusqu'au dernier jour de la guerre. Elle était moins glamour, moins redoutée par la propagande alliée, mais infiniment plus fiable et présente sur tous les fronts. C'était, au sens le plus littéral du terme, le véritable cheval de bataille qui soutenait l'effort de guerre allemand. Panther, le rêve mortel qui est né imparfait. Les divisions blindées allemandes avancent sans relâche à travers les vastes étendues de l'Ukraine et de la Biélorussie. L'opération Barbarossa semblait répondre à toutes les attentes du haut commandement jusqu'à ce que quelque chose change radicalement en octobre. La 4e armée allemande, dans les environs de Mtsensk, signale un nouveau type de char soviétique jamais vu auparavant. Leurs rapports décrivent un véhicule blindé à profil bas avec un blindage incliné à 60 degrés qui dévie les projectiles et une mobilité surprenante même sur un terrain difficile. Il s'agit du T-34 et en quelques semaines, ce char révolutionnaire transforme complètement la perception allemande de la guerre blindée. Les Panzer III et IV se révèlent soudainement obsolètes face à cette menace. Leurs canons ne pénètrent pas le blindage soviétique et leurs conceptions de plaques verticales sont révélées comme étant fatalement obsolètes. Adolf Hitler, profondément alarmé par ces rapports, ordonna le développement urgent d'un nouveau char qui surmonterait toutes les menaces soviétiques. Ce véhicule doit combiner mobilité, blindage et puissance de feu dans une seule plateforme.
Ainsi naquit le concept du Panther, officiellement désigné Panzerkampfwagen 5. Le développement du Panther progresse à un rythme sans précédent. Au lieu de s'appuyer sur les modèles précédents, les ingénieurs allemands ont créé une plateforme entièrement nouvelle avec des spécifications ambitieuses. Un char de 45 tonnes avec un blindage incliné allant jusqu'à 80 mm à l'avant, une silhouette relativement basse et un canon capable de surpasser même le légendaire 88 mm du Tigre. L'arme choisie est le Katobuka 42L 70 de 75 mm, une pièce à très grande vitesse, plus de 935 mètres par seconde, qui, avec des projectiles perforants, pourrait pénétrer 150 mm de blindage à 1000 mètres de distance. D'un point de vue balistique, ce canon était supérieur aux 88 mm du Tigre en termes de pénétration de blindage, bien qu'avec un projectile plus léger. La suspension utilise un système de barres de torsion avec des roues imbriquées, offrant une conduite exceptionnellement douce dans les champs ouverts, idéale pour des prises de vue précises en mouvement. Le cœur mécanique, un Maybach HL 230 P30 de 700 chevaux, le même que celui utilisé dans le Tiger I, mais propulsant un véhicule 12 tonnes plus léger. Juillet 1943. Dans la région de Koursk, l'armée allemande prépare la plus grande concentration de forces blindées de toute la guerre pour une offensive décisive contre les positions soviétiques fortement retranchées. Pour Hitler, cette opération, Citadelle, représente l'occasion idéale de tester au combat sa nouvelle arme secrète, la Panther. Un total de 200 Panther Ausf. D sont déployés dans le secteur sud, affectés au 48e Panzerkorps. Les attentes sont énormes, mais les débuts s'avèrent catastrophiques. Seuls 16 Panthers sont opérationnels le premier jour de la bataille. Beaucoup tombent en panne pendant le transport ferroviaire vers le front. Certains s'enflamment spontanément sans tirer un seul obus. Les défaillances de la transmission, du système de refroidissement et du système de lubrification transforment le prétendu sauveur de la guerre blindée en un spectacle embarrassant. Malgré ces problèmes, les quelques Panthers qui parviennent à entrer en combat font preuve d'une formidable capacité destructrice. Lors de duels frontaux, ils anéantissent les T-34 avec une facilité étonnante, confirmant la létalité de leurs canons. Mais le mal est déjà fait. Sa réputation d'invulnérabilité est compromise par des défaillances internes et non par l'action de l'ennemi. À la fin de l'opération, plus de 200 Panthers étaient hors de combat, dont environ 130 en raison exclusivement de pannes mécaniques. Le rêve de supériorité technologique allemande s'évanouit dans une réalité de fumée, de feu et d'acier immobile. Après la débâcle de Koursk, le haut commandement reconnaît que le Panther a besoin de mise à niveau de toute urgence avant de pouvoir remplir son rôle stratégique. Les modèles OSF sont introduits, A et AUSF. G, avec des tourelles redessinées, un blindage plus fiable, une coupole de commandant améliorée et des modifications substantielles du système d'échappement et de ventilation pour réduire les incendies spontanés. La version G, introduite en 1944, est devenue la plus produite et la plus fiable de la série. La mitrailleuse avant est retirée pour renforcer le blindage et les jupes latérales sont améliorées pour une meilleure protection contre les projectiles à charge creuse. Cependant, de nombreuses défaillances mécaniques persistent, notamment au niveau des essieux de transmission finale et de trains de roulement, qui n'ont tout simplement pas été conçus pour supporter un tel poids. Le Panther arrive sur le front occidental en nombre important après le débarquement allié en Normandie. Dans ce nouveau scénario, il démontre sa capacité dévastatrice contre les Sherman, les détruisant systématiquement à des distances où les chars américains ne peuvent même pas réagir efficacement. Depuis des positions camouflées, les Panthers avec des équipages expérimentés font des ravages dans les unités blindées alliées. Sa silhouette relativement basse, son optique Zeiss supérieure et son canon L-70 dévastateur en font un prédateur redoutable en rase campagne. La distance d'engagement optimale, comprise entre 1500 et 2000 mètres, est bien au-delà de la portée efficace de la plupart des armes alliées. Cependant, le terrain normand est loin d'être idéal pour la Panther. Le bocage, des dalles de haute haie, de murets de pierre et de sentiers étroits neutralise nombre de ses atouts. Dans cet environnement, le long canon du Panther limite considérablement sa maniabilité dans les espaces confinés.
Faire tourner la tourelle dans des ruelles étroites consomme un temps précieux et son blindage latéral de seulement 40 à 45 mm la rend vulnérable aux attaques de bazooka, au PIAT et aux embuscades de Sherman Firefly qui exploitent son point faible. Les chasseurs bombardiers Typhoon et Thunderbolt, armés de roquettes perforantes, détruisent des dizaines de panthères depuis les airs. Pour de nombreux équipages, le véritable ennemi n'était pas le Sherman, mais le ciel clair qui exposait leur position. Décembre 1944. Dans une tentative désespérée de changer le cours de la guerre, Hitler lance l'opération Wacht am Rhein, plus connue sous le nom de bataille des Ardennes. Environ 400 panthères sont déployés dans cette offensive finale. Parmi eux, un groupe spécial participe à l'opération Grave, où 5 panthères sont déguisés en chasseurs de chars américains M10, dans le but de s'infiltrer derrière les lignes alliées et de semer le chaos. Le plan échoue lamentablement. Les différences visuelles entre les deux véhicules sont trop évidentes pour tout observateur expérimenté. L'accent allemand de leurs équipages les trahit au barrage routier et tous sont détruits sans avoir atteint aucun objectif significatif. Les panthères combattant de manière conventionnelle infligent de lourdes pertes initiales aux blindés alliés, en particulier pendant les premiers jours de l'offensive. Mais le même vieux problème réapparaît. Le manque de carburant, une logistique défaillante et la supériorité aérienne absolue des Alliés condamnent l'avancée allemande. Dans de nombreux cas, des panthères parfaitement fonctionnelles sont clouées au sol en raison du manque de carburant et leurs équipages reçoivent l'ordre de les détruire pour éviter leur capture. En 1944, le front de l'Est s'effondrait inexorablement. Les divisions Panzer, déjà décimées par des années de combats continus, tentent désespérément de contenir l'avancée soviétique en Prusse orientale, en Hongrie et en Silésie. Le Panther devient la pièce maîtresse des défenses mobiles de l'Allemagne, le dernier espoir d'endiguer la marée rouge avançant vers Berlin. Avec un soutien d'infanterie adéquat, les Panthers tendent des embuscades aux colonnes de T-34 et d'IS-2 depuis des positions camouflées dans les forêts ou les villages en ruine. Le major Ernst Bachmann de la 2e division blindée SS Das Reich devient célèbre pour son action à Bachmann's Corner, où son Panther solitaire détruit une colonne entière de blindés alliés. Bien que complètement encerclé, Bachmann parvient à battre en retraite après avoir infligé des dégâts disproportionnés à l'ennemi. Cependant, le tableau général est absolument sombre. Pour chaque Panther opérationnel, il y en a 5 qui attendent des pièces de rechange qui n'arriveront jamais. Les équipages novices reçoivent une formation hâtive et insuffisante. Le niveau de carburant est bas à des niveaux critiques. La Luftwaffe a pratiquement disparu du ciel, laissant les chars exposés aux avions ennemis. La guerre est perdue et la Panther est le témoin impuissant de l'effondrement final. Tiger II, le monstre d'acier qui a mené à l'abîme janvier 1943. Hitler réunit ses meilleurs concepteurs de chars dans son quartier général. Malgré la réputation impressionnante du Tigre sur le champ de bataille, le Führer exige quelque chose d'encore plus redoutable. Vous avez lu des rapports inquiétants en provenance du front de l'Est. Les Soviétiques développent une nouvelle génération de véhicules blindés lourds. Et si le Reich veut survivre, il doit créer un monstre mécanique capable de dominer n'importe quel champ de bataille par la force brute. C'est ainsi qu'est né le concept du Panzerkampfwagen 6 Ausf, est né. B, plus connu sous le nom de Tiger II ou Königstiger, Tigre royal. Un colosse de 70 tonnes, protégé par 180 mm de blindage frontal incliné pour maximiser son efficacité, armé de la version la plus longue et la plus précise du canon de 88 mm jamais monté sur un véhicule de combat. Hitler veut le char ultime, l'arme parfaite. Il l'obtient, mais à un prix insoutenable. Les premiers modèles du Tiger II utilisaient une tourelle conçue par Porsche avec des formes arrondies et un blindage géométriquement complexe. Bien qu'esthétiquement impressionnant, il présente de sérieux problèmes de vulnérabilité sur ses flancs, où le blindage est insuffisant. Henschel a rapidement introduit une version alternative plus inclinée et mieux protégée, qui est devenue la norme de production. La coque du véhicule s'inspire directement du Panther, avec un blindage frontal fortement incliné qui maximise la protection efficace. Mais contrairement à son cousin de taille moyenne, le Tiger II est un mastodonte qui sacrifie complètement la mobilité tactique au profit de la protection et de la puissance de feu.
Le même moteur Maybach HL 230 qui alimente le Panther et le Tiger I n'est pas conçu pour tirer une masse de 70 tonnes. Depuis sa conception, il existe un déséquilibre fatal entre le poids et la puissance disponible. Là où le Tiger II atteint son expression maximale, c'est dans sa capacité destructrice. Son canon de 88 mm KWK 43L71 représente le summum de l'artillerie anti-char allemande. Il peut pénétrer un blindage de 200 mm à plus de 2 km de distance, transformant n'importe quel char allié en une cible vulnérable, quelle que soit la distance d'engagement. Lors d'exercices de tir contrôlés, ces artilleurs ont réussi à atteindre des cibles en mouvement avec une précision supérieure à 3000 mètres, ce qui était tout simplement inimaginable pour tout autre char de l'époque. En théorie, aucun véhicule blindé allié ne peut l'affronter de front avec un quelconque espoir de survie. Le Sherman et le T-34 sont détruits par un seul coup direct. Seules des armes lourdes, spécialisées comme le canon de 17 livres du Sherman Firefly, le canon de 90 mm du M36 Jackson ou l'énorme canon de 122 mm de l'IS-2 soviétique peuvent espérer l'endommager, à condition de parvenir à attaquer ses flancs les moins bien protégés. Le problème fondamental est que le Tigre II a de sérieuses difficultés à manœuvrer avec agilité, à reculer rapidement ou à se repositionner après un tir. Lorsque le terrain présente des pentes raides ou des zones marécageuses, le colosse reste souvent coincé. Ses adversaires, plus légers et plus agiles, apprennent à le traquer comme une meute de loups encerclant un ours blessé, en le flanquant, en le distrayant et en frappant ses points vulnérables. Juillet 1944. La France brûle sous l'invasion alliée. Le débarquement en Normandie a ouvert un deuxième front en Europe occidentale et les divisions Panzer tentent désespérément d'endiguer la marée anglo-américaine. Le 503e bataillon de chars lourds reçoit ses premiers Tigres II et les déploie près de Caen. L'impact psychologique est immédiat et profond. Lors des premiers engagements, les Tigres II détruisirent des dizaines de chars alliés à des distances dépassant 1500 mètres, complètement au-delà de la portée effective de la réponse ennemie. Les équipages britanniques les confondent d'abord avec les Tiger Prima I, jusqu'à ce qu'ils remarquent leurs canons plus longs et leur profil de tourelle distinctif. En août 1944, les Tigres II du 501e bataillon affrontent les Soviétiques pour la première fois lors de l'offensive Lvov-Sandomierz. En terrain découvert, les résultats sont dévastateurs. Les puissants canons de 122 mm de l'IS-2 soviétique ne parviennent pas à pénétrer le blindage frontal du Tigre II à des distances inférieures à 1000 mètres, tandis que le char allemand peut détruire n'importe quel véhicule blindé ennemi presque à volonté. Au cours d'une journée particulièrement intense, un seul peloton de Tigre II a détruit 14 T-34 sans recevoir de coups critiques. La supériorité technologique semble incontestable. Mais pour chaque char qui avance avec succès, il y en a un autre qui est immobilisé par une transmission détruite ou un train d'atterrissage effondré. Le système de suspension, conçu à l'origine pour des véhicules de 45 tonnes, ne peut tout simplement pas résister à la contrainte continue. La chaîne logistique, constamment bombardée depuis les airs, ne peut maintenir le flux de carburant, de munitions et de pièces de rechange. Au moment où Sandomierz tombe aux mains des Soviétiques, plus de 40% des Tigres II ont été détruits par leurs propres équipages ou simplement abandonnés après des échecs irréparables sur le terrain. Avril 1945. Berlin est encerclé par l'armée rouge. Au milieu des décombres fumants et des barricades de fortune, les derniers Tigres II opérationnels résistent à l'avancée soviétique au cœur du Reich. Ils sont utilisés comme des forteresses mobiles, stratégiquement positionnées sur des avenues clés et des intersections critiques. Un seul Tigre II peut arrêter temporairement une colonne entière de chars soviétiques IS-2, gagnant ainsi de précieuses heures pour la défense désespérée. Quartier de Tiergarten, des témoins oculaires rapportent qu'un seul Tigre II a détruit 12 chars soviétiques avant d'être finalement débordé et éliminé. Un autre est capturé pratiquement intact après avoir été abandonné sans carburant par son équipage, un précieux trophée qui finira au musée des chars de Kubinka en Russie. Stug 3, le chasseur silencieux qui a changé la guerre hiver 1935. Au quartier général de l'artillerie de Berlin,
Les stratèges de la Wehrmacht nouvellement réformée sont confrontés à un problème tactique fondamental. L'infanterie allemande, pièce maîtresse de la future Blitzkrieg, a besoin de toute urgence d'un soutien blindé, direct et efficace. Les chars conventionnels, fonctionnant de manière indépendante, ne suffisent pas à garantir l'avancée continue de l'infanterie. Le concept émergent de Blitzkrieg nécessite des véhicules spécialisés capables d'éliminer les obstacles, les nids de mitrailleuses et les positions fortifiées avec une précision chirurgicale. Général Erich von Manstein propose une idée révolutionnaire, un canon d'assaut blindé, sans tourelle rotative qui ajoute du poids et de la complexité, construit sur un châssis éprouvé. La proposition fut approuvée en 1936 en tant que priorité militaire. C'est ainsi qu'est né le Sturmgeschütz III, abrégé en Stüge III, en utilisant le châssis éprouvé du Panzer III comme base. Les premiers modèles, Ausf. Ils commencent à être produits en 1940 et voient l'action pendant la campagne de France. Son succès est immédiat et fulgurant. Son profil exceptionnellement bas le rend difficile à détecter et encore plus difficile à toucher, tandis que sa mobilité lui permet de suivre le rythme rapide des divisions motorisées allemandes. Mais à ce stade précoce, le Stüge III reste essentiellement une arme de soutien à l'infanterie. Une transformation radicale se profile à l'horizon qui redéfinirait complètement leur rôle sur le champ de bataille. Juin 1941. L'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique, commence. Les Stüge III accompagnent l'infanterie dans les assauts sur les villes, les collines stratégiques et les systèmes de tranchées, fournissant une puissance de feu concentrée là où elle est le plus nécessaire. Mais un événement inattendu modifie radicalement sa trajectoire. La rencontre avec les chars révolutionnaires soviétiques T-34 et K-51. Les armes anti-chars conventionnelles allemandes s'avèrent totalement inefficaces contre ces véhicules blindés de nouvelle génération. Même les Panzer IV avec leurs canons courts ont du mal à causer des dégâts significatifs. Mais le Stüge III, avec son châssis stable et son profil bas, s'avère être une plateforme idéale pour recevoir un nouvel armement puissant. En 1942, le véhicule fut équipé du canon à grande vitesse Stuka 40L 43 de 75 mm, capable de pénétrer le blindage de n'importe quel char soviétique à moyenne portée. Cette transformation fondamentale transforme le Stüge III d'un simple véhicule de soutien d'infanterie en un chasseur de chars mortel qui se cache silencieusement parmi les ruines et la végétation, attendant le moment idéal pour libérer sa puissance mortelle, la version OSF. Le F devient rapidement un cauchemar pour les tankistes soviétiques qui ne savent jamais où le prochain Stüge pourrait se cacher. Avec l'introduction du canon L-48 dans le AOSF, le Stüge III achève sa métamorphose. En 1943, il était aussi mortel que n'importe quel Panzer IV, mais coûtait un tiers de moins, nécessitait moins de matériaux stratégiques et pouvait être produit plus rapidement. Sa silhouette extrêmement basse, à peine 2,2 mètres de haut contre presque 3 mètres pour un char conventionnel, en fait le maître incontesté de l'embuscade. Depuis des positions cachées dans des forêts, des tranchées ou des bâtiments à moitié en ruine, les Stüge III ouvrent le feu sur des colonnes sans méfiance de T-34, de M4 Sherman et de KV-85. De nombreux pétroliers alliés ne détectent même pas la présence du chasseur jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que le premier obus ait déjà touché leur véhicule. Dans les opérations défensives, le Stüge III représente le véhicule parfait. Simple mais efficace, économique mais mortel, facile à dissimuler mais dévastateur une fois révélé. Alors que l'Allemagne perd l'initiative stratégique et est contrainte d'adopter une posture de plus en plus défensive, la valeur du Stüge III augmente de façon exponentielle. À partir de 1943, le haut commandement allemand, conscient qu'il ne pourrait pas gagner une guerre d'usure avec des véhicules complexes et coûteux tels que le Tigre et le Panther, opta résolument pour le Stüge III. Plus de 10 000 exemplaires furent construits entre 1940 et 1945, ce qui en fait le véhicule blindé le plus produit du Troisième Reich, surpassant même le Panzer IV. Le Stüge III démontre sa polyvalence en combattant dans toutes les zones de guerre imaginables, du cercle polaire arctique finlandais aux ruines urbaines de Stalingrad, des étendues arides du désert d'Afrique du Nord aux ruelles étroites de Varsovie et de Budapest. En Italie,
les Stugé défendent des points stratégiques parmi des ruines antiques transformées en forteresses de fortune. En Normandie, ils tentent des embuscades aux colonnes de chars britanniques, profitant de la végétation dense du bocage. En Hongrie, les groupes tactiques centrés sur le Stugé stoppent temporairement les offensives soviétiques numériquement supérieures, et dans les rues de Berlin assiégées, ils deviennent l'un des derniers véhicules à résister à l'entrée de l'armée rouge, tirant depuis les sous-sols et les bâtiments effondrés. Les équipages expérimentés développent un aphorisme qui résume parfaitement leur philosophie de combat. Un Stug 3 bien camouflé vaut 3 chars ennemis, car ils ne sauront jamais ce qui les a frappés ni d'où. Au fur et à mesure que l'année 1944 progresse, la situation du Stugé 3 reflète la réalité globale de l'armée allemande, de plus en plus dépassée en nombre et en technologie. L'artillerie aérienne alliée, les canons anti-chars à grande vitesse et les pénuries chroniques de carburant et de pièces de rechange compromettent progressivement leur efficacité opérationnelle. Dans de nombreux cas, au cours des derniers mois de la guerre, les Stugé ont été abandonnés sans tirer en raison du manque de carburant ou d'entretien de base. La chaîne logistique allemande, systématiquement détruite par les bombardements stratégiques, ne peut tout simplement plus soutenir des opérations mécanisées à grande échelle. Malgré cela, le Stug 3 a conservé sa réputation d'efficacité jusqu'au dernier jour du conflit. Dans les ruines de Berlin, il existe des rapports documentés selon lesquels un Stug 3 a détruit 5 chars lourds soviétiques IS-2 avant d'être finalement neutralisé. Un autre fut adapté comme poste de commandement mobile pour les unités SS défendant les derniers périmètres défensifs autour du Reichstag. Les derniers exemplaires opérationnels sont généralement détruits par leurs propres équipages, qui préfèrent les faire exploser avec des charges explosives plutôt que de permettre leur capture par les forces soviétiques ou américaines. Étonnamment, l'histoire du Stug 3 ne s'arrête pas avec la capitulation allemande en mai 1945. De nombreuses unités capturées continuent de servir activement pendant des décennies dans plusieurs armées. La Finlande a maintenu ses Stugé opérationnels jusque dans les années 1960, en les modernisant avec des moteurs et des systèmes de communication mis à jour. La Syrie utilise des exemples récupérés lors des combats sur le plateau du Golan en 1967. L'Espagne expérimente avec certaines unités capturées pour évaluer les concepts de conception blindée. Sa robustesse mécanique, sa facilité d'entretien et son efficacité au combat permettent au Stug 3 de survivre longtemps après l'effondrement du régime qui l'a créé, un témoignage éloquent de la solidité fondamentale de sa conception. Jagdpanther et Jagdtiger, les fantômes de l'embuscade mortelle. Alors que la guerre progressait et que l'Allemagne passait péniblement d'une offensive stratégique à une défensive désespérée, les planificateurs militaires identifièrent un besoin tactique de plus en plus urgent: détruire les chars ennemis numériquement supérieurs sans s'engager dans un combat prolongé où le désavantage numérique s'avérerait fatal. Il ne suffisait plus de manœuvrer ou de flanquer, comme aux jours glorieux de la Blitzkrieg. Il fallait désormais une puissance de feu écrasante provenant de positions défensives bien préparées, ainsi que la capacité de neutraliser les blindés ennemis à des distances qui empêcheraient une réponse efficace. Ainsi naquit le concept raffiné du chasseur de chars, Jagdpanzer, des véhicules blindés sans tourelles rotatives, armés de canons extraordinairement puissants, spécifiquement conçus pour tendre des embuscades, tirer et se repositionner sans être détectés. Si le char conventionnel était un loup chassant en meute coordonnée, le chasseur de chars représentait un tireur d'élite blindé, patient, mortel et pratiquement invisible jusqu'au moment précis où il déchaînait sa puissance dévastatrice. De cette doctrine défensive émergent deux des machines de guerre les plus redoutables jamais déployées sur un champ de bataille, le Jagdpanther et le Jagdtiger. Le Jagdpanther, SDKFZ 173, est développé sur le châssis éprouvé du Panther Osef G, profitant de son excellente combinaison de mobilité et de protection. Dès les premières esquisses conceptuelles, il apparaît clairement que ce véhicule représente quelque chose de fondamentalement différent dans l'arsenal allemand. Son armement principal est le canon anti-char le plus efficace du Troisième Reich, le PK-43L 71 de 88 mm, identique à celui monté sur le Tigre II. Ce canon impressionnant peut détruire n'importe quel blindage allié connu à des distances dépassant 2500 mètres.
transformant le Jagdpanther en un prédateur à portée extrême. Contrairement aux panthères conventionnelles, le Jagdpanther se passe complètement de tourelles rotatives. Cette modification fondamentale permet 3 avantages essentiels. Une silhouette nettement plus basse qui la rend plus difficile à détecter, un blindage frontal plus épais et mieux réparti, et une mécanique moins complexe qui réduit les coûts et facilite la production. La façade atteint 100 mm d'acier incliné à 55 degrés, créant une protection pratiquement impénétrable pour la plupart des armes alliées de l'époque. La production a commencé en janvier 1944 et, en seulement 1 an et demi, environ 415 unités ont été fabriquées. Bien que leur nombre semble modeste comparé à celui des autres véhicules blindés, ces chasseurs de chars représentent une concentration de puissance destructrice sans précédent. Plus grande vertu tactique du Jagdpanther réside non seulement dans ses spécifications techniques, mais aussi dans ses performances opérationnelles. En combat réel, le véhicule est pratiquement invisible jusqu'au moment exact où il décide de se révéler à travers le feu. Les rapports des services de renseignement alliés durant la campagne de Normandie décrivent avec effroi et crainte des embuscades dévastatrices où des colonnes entières de Sherman sont systématiquement anéanties sans que leurs équipages puissent identifier la source du tir ennemi. Alors que le Jagdpanther perfectionne l'équilibre entre puissance de feu et mobilité tactique, le Jagdtiger, SD KFZ 186, représente l'approche maximaliste du concept de chasseur de chars. Construit sur le châssis massif du Tiger II, le Jagdtiger est, tout simplement, le véhicule de combat blindé le plus lourd jamais déployé opérationnellement pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Jagdpanther participa pour la première fois au combat en Normandie durant l'été 1944. Dans le secteur de Caen, des unités soigneusement camouflées dans des zones boisées détruisirent des dizaines de chars alliés, avant même qu'ils ne puissent réagir efficacement. Au cours de la bataille des Ardennes, les Jagdpanther ont mené des embuscades d'une efficacité dévastatrice, en particulier dans les premières étapes de l'offensive. Même les M36 Jackson et Sherman Firefly améliorés, spécialement conçus pour contrer les blindés lourds allemands, ont beaucoup de mal à engager le Jagdpanther dans des conditions de combat réelles. L'un des épisodes les plus célèbres s'est produit près de Sainte-Witte en décembre 1944, où seulement 3 Jagdpanther bien positionnés ont détruit 14 chars alliés en environ 20 minutes, sans recevoir de coups significatifs. Lorsqu'ils sont finalement localisés et contraints de battre en retraite, ils le font dans un ordre tactique parfait, sans subir de pertes. Le Jagdtiger, en revanche, a commencé son déploiement opérationnel beaucoup plus tard. Son baptême du feu eut lieu en janvier 1945, avec le 512e bataillon de chasseurs de chars lourds sur le front occidental. Son commandant le plus distingué, le célèbre Otto Carius, ancien as du Tigre Primen, a réussi à détruire plus de 20 véhicules blindés ennemis avec son Jagdtiger en seulement quelques semaines de combat. Il est significatif que son unité perde son véhicule, non pas à cause d'une action ennemie directe, mais à cause d'une panne mécanique catastrophique lors d'un retrait précipité. T-34, le char qui a fait tomber l'Empire nazi. Au milieu des années 1930, l'industrie militaire soviétique était technologiquement en retard par rapport à ses rivaux potentiels. Bien qu'elle possédait des milliers de chars légers tels que le T-26 et le rapide BT, ces véhicules présentaient de graves déficiences en combat réel, blindage insuffisant, armement inadéquat et fiabilité mécanique douteuse. Les expériences acquises lors de la guerre civile espagnole, et en particulier lors de la bataille de Khalkhin Gol contre le Japon en 1939, ont montré de manière douloureuse que l'armée rouge avait un besoin urgent d'un nouveau concept blindé. En 1937, l'ingénieur Mikhail Kochkin, de l'usine industrielle de Kharkiv, a relevé le défi risqué de développer une conception radicalement nouvelle qui transformerait à jamais la guerre blindée. Le résultat initial fut le prototype A-32, qui allait rapidement évoluer vers un modèle expérimental désigné A-34, armé d'un canon de 76,2 mm et protégé par un blindage incliné qui défiait toutes les normes conventionnelles de l'époque. Ce véhicule révolutionnaire fut officiellement baptisé T-34, en référence à l'année initialement prévue pour son adoption, 1934. Bien que sa production en série ne débute qu'en 1940,
après des tests et des modifications exhaustifs. Ce qui a fait du T-34 une création extraordinaire n'était pas un élément unique, mais la combinaison synergique de multiples innovations conceptuelles. Contrairement aux chars allemands contemporains qui utilisaient des moteurs à essence hautement inflammables, le T-34 incorporait un robuste moteur diesel V2 de 500 chevaux. Ce propulseur offrait non seulement une plus grande portée, mais était également beaucoup moins susceptible de prendre feu lorsqu'il était touché par le feu ennemi, augmentant ainsi les chances de survie de l'équipage. Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa débute. Des millions de soldats allemands ont traversé la frontière soviétique, accompagnés de milliers de chars Panzer III et IV, qui avaient déjà démontré leur supériorité en Pologne, en France et dans les Balkans. Durant les premières semaines, l'avancée allemande semblait absolument imparable. Mais bientôt, dans les vastes champs d'Ukraine et les plaines de Biélorussie, un élément inattendu est apparu qui allait fondamentalement modifier le cours du conflit. Les commandants de chars allemands affrontent le T-34 pour la première fois et sont choqués. Des rapports désespérés parviennent au haut commandement à Berlin. Les obus anti-chars Panzer III standard de 37 mm et les obus anti-chars remorqués sont incapables de pénétrer le blindage soviétique incliné, même à courte portée. Même le Panzer IV, le plus puissant, avec son canon court de 75 mm, a de sérieuses difficultés à neutraliser la menace. Pendant ce temps, les T-34 avancent en toute impunité, se déplaçant à une vitesse surprenante et frappant avec une précision dévastatrice, survivant à des coups qui auraient complètement détruit n'importe quel panzer allemand. Le général Heinz Guderian, père de la doctrine Panzer, exige de toute urgence qu'un T-34 intact soit capturé afin d'analyser sa conception en détail. Général von Kleist, commandant du premier groupe Panzer, le décrit sans équivoque comme le meilleur char du monde, après l'avoir affronté au combat. Adolf Hitler lui-même a reçu des rapports alarmants concernant un véhicule blindé soviétique techniquement supérieur à tout ce qui se trouvait dans l'arsenal allemand. La Wehrmacht a soudainement réalisé qu'elle était confrontée à une révolution blindée, un char qui redéfinissait toutes les règles précédemment acceptées concernant la conception et l'utilisation tactique des véhicules blindés. À partir de 1942, Staline prit une décision stratégique cruciale qui allait modifier l'équilibre matériel de la guerre. Centraliser et accélérer massivement la production du T-34, lui donnant la priorité sur pratiquement tout autre programme militaire. Entre 1941 et 1945, plus de 57 000 T-34 équipés d'un canon de 76 mm, modèle original, ont été fabriqués ainsi que 22 000 autres du modèle amélioré T-34,85, ce qui en fait non seulement le char le plus produit de toute la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le véhicule de combat blindé le plus nombreux de l'histoire jusqu'à cette époque. Fin 1943, les Soviétiques sont confrontés à un nouveau défi sur le champ de bataille, l'émergence des redoutables Tigre Prömer et Panthère allemands, des véhicules blindés technologiquement avancés spécialement conçus pour contrer le T-34 original. Le canon standard de 76,2 mm du T-34 ne peut plus pénétrer efficacement le blindage frontal de ses nouveaux adversaires, créant un désavantage tactique inquiétant. La réponse soviétique illustre parfaitement leur approche pragmatique. Au lieu de concevoir un char entièrement nouveau, un processus qui prendrait des années, ils ont substantiellement modifié le T-34 existant, créant le T-34/85. Ce modèle intègre un puissant canon ZSS-53 de 85 mm adapté aux systèmes anti-aériens, une nouvelle tourelle plus large et plus spacieuse pour 3 membres d'équipage au lieu de 2, et diverses améliorations du blindage et des systèmes internes. En juillet 1943, le T-34 vit son moment décisif dans la gigantesque bataille de Koursk, unanimement considérée comme le plus grand engagement blindé de l'histoire militaire. Les Allemands lancent l'opération Citadelle avec leurs meilleures unités Panzer, équipées de centaines de chars Tigre et Panthère, fraîchement arrivés au front. Mais les Soviétiques avaient méticuleusement préparé leur défense. Des milliers de kilomètres de tranchées interconnectées, des champs de mines d'une profondeur sans précédent, des concentrations massives d'artillerie anti-chars et, surtout, une vaste réserve stratégique de T-34 organisée en formation tactique de plus en plus sophistiquée.
La contre-attaque soviétique qui s'ensuivit, menée par des formations massives de T-34 coordonnées par radio et soutenues par des avions tactiques, marqua sans équivoque le début de la fin des ambitions expansionnistes du Troisième Reich. En 1944 et 1945, le T-34/85 mena l'offensive soviétique imparable vers Berlin. Il traverse successivement le Dniepr, la Vistule et l'Oder. Ils participèrent à la libération de Varsovie, à la conquête de Budapest et de Vienne, et enfin, en avril 1945, ils pénétrèrent dans la banlieue est de la capitale allemande.